Bonjour YouTube, c'était la 23e journée de Ligue 1 et pour cette 23e journée, l'Olympique Lyonnais accueillait le Paris Saint-Germain du côté du Parc Olympique Lyonnais et bien qu'on s'attendait à une grosse défaite de l'Olympique Lyonnais, nous avons finalement eu une courte défaite puisque l'Olympique Lyonnais a perdu le foot au Parc OL ce soir, défaite 3-2 sur sa pelouse contre un Paris Saint-Germain impitoyable qui aura roulé sur l'Olympique Lyonnais pendant 70 minutes. Avant que les Lyonnais se révoltent légèrement, malheureusement, cueillis à froid par le troisième but parisien, on y aura cru jusqu'au bout, on aura vibré. C'était plus ou moins tout ce qu'on demandait à ce match-là, on l'aura eu, on s'en sortira même avec presque quelques petits regrets. On verra s'il y a raison d'avoir des regrets ou pas. En tout cas, c'est un match qui au moins ne mettra pas un coup sur la tête des Lyonnais, puisqu'il y a pas mal de positifs à en tirer, pas mal de négatifs aussi. On va parler de tout ça ensemble. Merci à vous d'être fidèles. Là, vous êtes sur Twitch, vous êtes 1200, il est minuit un dimanche, ça te fait toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner ou de commenter avec le nom de votre fromage préféré, comme d'habitude sur YouTube. Vous connaissez la musique. Vous pouvez également noter les joueurs. Je vous le rappelle que le lien est en description et pronostiquer sur le prochain match. Mais ça, vous le savez, normalement, c'est sur Twitch jusqu'à 9h le lendemain. Je suis désolé, je suis un petit peu enroué. Je vais faire de mon mieux. Un OL donc qui se présentait contre le Paris Saint-Germain avec un coup de poker puisque l'Olympique Lyonnais était aligné sans numéro 9, pas de Lacazette, pas de Mikotadze au coup d'envoi de cette rencontre, un espèce de coup de poker de la part de Paulo Fonseca. Alors spoiler, ça n'a pas marché, hein. Ryan Cherki positionné en 9,5 avec Malik Fofana et Ernest Nuama sur les côtés. Du côté du milieu de terrain, on avait la doublette qui commence à être un peu classique entre Tessman et Macic et Tolisso légèrement plus haut. Et à noter la 6e titularisation d'affilée de Saïl Koumbedi qui a été d'ailleurs assez excellent. Du côté du Paris Saint-Germain, un seul absent, c'était Warren Zaïre-Emery. Pour le reste, c'était une équipe type. Et on a eu un scénario assez classique dans cette rencontre, puisque le Paris Saint-Germain a totalement confisqué le ballon en première période. Ça a été, on n'a pas vu le jour en première période. On peut saluer la défense, qui était très bonne, notamment en première période. Une charnière centrale plutôt sympa, Koumbedi excellent, peut-être Tagliafico légèrement en dessous. L'OL qui donc subit pendant toute la première période, n'a quasiment pas d'occasion, même pas un tir je crois en première période. Avant cette seconde période où malheureusement le barrage tombe avec cette ouverture du score de Hakimi sur un centre qui passe devant tout le monde avant que Hakimi reprenne. Et directement après, un but magnifique d'Ousmane Dembélé à l'heure de jeu. 2-0 pour le PSG, les carottes semblent cuites. Et c'est à ce moment-là, à la 70e minute, que Paulo Fonseca décide de changer son plan, changer son fusil d'épaule avec l'entrée notamment d'Alexandre Lacazette, de Mikotadze un peu plus tard et surtout de Thiago Almada. Et là, tout change, notamment parce que côté parisien, il y a quelques sortants également, Barcola et Dembélé qui sortent. La physionomie change, l'Olympique Lyonnais revient dans le match avec une égalisation signée Ryan Cherki à la 83e minute, après un travail magnifique de Georges Mikotadze. On y croit, mais malheureusement, le PSG est impitoyable. Et c'est un nouveau but de Hakimi à la 85e qui jette un coup de froid sur le stade. L'OL pousse, l'OL domine. Ce Paris Saint-Germain en fin de rencontre inscrit le but du 3-2 par Corentin Tolisso de la tête. 5e but en 5 matchs pour Corentin Tolisso. Et malheureusement, c'est tout. On y aura cru jusqu'au bout. Pas d'égalisation, hélas. Le 3-3 était pas si loin. Et on sort de ce match avec des regrets, alors que franchement, à la 60e minute, on n'était pas loin d'éteindre la télé. Voilà, donc du négatif sur les 60 premières minutes, du positif pour la suite. On verra à quel point cette OL a de quoi capitaliser sur cette fin de... J'ai dit égalisation, je me suis trompé, excusez-moi, réduction du score évidemment. À quel point l'OL peut capitaliser sur cette fin de match. Si on doit tirer du positif là, maintenant, tout de suite, on peut quand même se dire que cette fin de match donne deux éléments. Le premier, c'est que cet OL, il est capable de jouer au foot contre des équipes qui sont plus fortes que lui. Et la deuxième, c'est que le coup de poker sans numéro 9, ça n'a pas fonctionné, hein. On a vu des bonnes entrées de Lacazette et de Mikotadze. Je pense que cet essai-là tombera à l'eau. L'autre enseignement, c'est qu'il est fort probable que Thiago Almada soit nécessaire pour que cette équipe fonctionne. On a vu une entrée très propre de Thiago Almada qui a fait comparaison avec le match assez pauvre de Ryan Cherki. Alors, on va tempérer puisque Ryan Cherki, il a été aligné au poste de numéro 9,5. Il était clairement pas dans sa zone. Après, il aurait pu faire davantage d'efforts. C'est pas forcément un bon match de Ryan Cherki, on va pas se mentir. Notamment sur le repli défensif sur les buts. C'était pas terrible. On va donc séparer ce match en deux. La première partie de cette rencontre,
même en 3, on va dire. La première partie, c'est la première période où on sait, c'était dur, hein, c'était laborieux. Un PSG qui a dominé la possession. J'ai pas le chiffre exact de la possession en première période, je vais aller le chercher. Mais honnêtement, du stade, c'était extrêmement douloureux. Première mi-temps avec 75% de possession pour le Paris Saint-Germain. Ça a été une purge en première période, mais un Paris Saint-Germain qui a toutes les peines du monde à se créer des occasions. La seule vraie occasion de la première période, c'est sur cette glissade, alors on va en parler après, de Lucas Perry qui a fait que se casser la gueule pendant toute la rencontre. Lucas Perry, hein. C'était Holiday on Ice, on a l'impression qu'il joue en Stan Smith. Ça m'a rappelé quand je suis allé au mondiaux de cyclocross en basket, parce que je suis quelqu'un de stupide. Vraiment, il va falloir faire quelque chose quand même. C'est pas possible que les mecs glissent autant. Et du coup, j'ai eu le sentiment qu'ils avaient peur de jouer au ballon, alors que les Parisiens n'ont pas glissé, sauf Donnarumma en seconde période. Donc Lucas Perry, il m'a terrifié ce soir, je vous avoue. J'ai un peu de mal avec les relances. Au pied, ça suffit pas, hein, pour l'instant, Lucas Perry. Autant les relances à la main, c'est top, autant les relances au pied, c'est encore très insuffisant, mais on en parlera un petit peu plus. Du côté de la charnière centrale, il faut quand même noter 2 grosses performances en première mi-temps, qui sont celles de Clinton Mata, qui de manière générale a été énorme sur ce match, et de Saël Koumbedi, qui a réussi à contenir Barcola jusqu'à la 52e minute, hein, malheureusement. Mais sacrée satisfaction de ce côté-là. Le PSG qui a pas forcément accéléré, hein, juste la situation s'est débloquée en seconde période et il aura fallu que l'OL soit mené 2-0 pour garder un semblant de dignité et commencer à se mettre en ordre de bataille, notamment avec les sorties conjuguées de Ernest Nuama et de Nemanja Matic à la 64e minute pour les rentrées de Almada et Lacazette, et encore plus à partir du moment où Mikotadze a remplacé Malik Fofana. On a un OL avec 2 visages, un visage défensif très intéressant, on va pas se mentir, c'était très intéressant défensivement, la charnière a été très rassurante, mais alors offensivement ça a été très 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 laborieux, à commencer par un Ernest Nuama. Oh là là, le match de Nuama, les amis, c'était dur, il a tout raté, Ernest Nuama. Malik Fofana, moins brouillon, mais pas suffisant. Après, dur pour Malik Fofana, vu le vis-à-vis qu'il avait. Et Ryan Cherki, pas à son poste. Voilà, donc il faut quand même le dire que la promesse de jeu de Paulo Fonseca s'est foirée complètement. Il s'est foiré complètement parce que ça a été de l'anti-football, ça a été du gros béton, et ça n'a pas suffi, puisque le Paris Saint-Germain a fini par mettre 2 buts. Donc on pourra se satisfaire qu'effectivement ça a plutôt bien tenu la baraque sur la première mi-temps, mais tenir la baraque c'est bien, mais si ça fait 0-2 à l'heure de jeu, ça suffit pas vraiment. Donc voilà, je pense que cette expérimentation n'aura pas de suite. Après, le PSG, on ne le joue que 2 fois dans la saison, de toute façon. Maintenant, il y a quand même des questions à se poser sur certains joueurs de ce 11 de départ, et notamment Ernest Nuama, qui a des qualités, il l'a montré ces derniers temps, mais il n'y a quand même pas beaucoup de QI football dans Ernest Nuama. C'est mon problème, c'est tête baissée et en cours. Il n'y a pas beaucoup de QI foot. Et contre des équipes contre le PSG, il faut du QI foot. Parce que le physique, la technique, quand on a en face de soi la défense du PSG, c'est pas facile, quoi. Voilà. Pour le reste, il y a un autre enseignement, je pense, qui est que Tesman Matic, ça va pas ensemble, ça fonctionne pas, hein. C'est des plus avec des plus, on a 2 milieux dans le même style, et d'ailleurs c'est assez notable de voir que Tessman a été bien meilleur quand Matic est sorti, hein. La dernière demi-heure de Tessman est vraiment très très bonne, alors que la première heure de jeu est vraiment très très laborieuse au niveau de la relance et au niveau de l'impact physique. Moi j'ai beaucoup aimé la dernière demi-heure de Tessman, je l'ai trouvé beaucoup moins intéressant évidemment quand il y avait Matic en première période, mais voilà, je pense qu'il y a quand même sur ce match peut-être des regrets à avoir, parce que finalement ça passe pas si loin sur cette fin de match, mais surtout des enseignements. Ces enseignements, c'est quoi ? C'est que l'OL a besoin d'un 9, hein. On va pas jouer sans numéro 9. Je pense pas que Ryan Cherki soit fait pour ça. D'ailleurs, Ryan Cherki a été bien plus intéressant quand Almada est rentré au poste de numéro 10 et que Cherki est reparti excentré sur son aile. Mikotadze, quand il est dans ces dispositions-là, c'est quand même sympa. Et de manière générale, il y a certains joueurs qui sont rassurants. Koumbedi, on l'avait tous enterré, hein, Koumbedi, hein. On était tous pour qu'il parte cet été, qu'il parte cet hiver. Koumbedi, c'est quand même sacrément sérieux, notamment offensivement, où il a eu 2 opportunités où il est bien décalé sur le côté droit et sa frappe fait, je crois, petit filet dans un cas et corner dans l'autre. Il y a des choses intéressantes. Almada, on va en parler, puisqu'il a eu quand même cette fois une demi-heure de jeu, et il joue dans le sens du jeu, Almada, il joue vite.
Et je pense que collectivement, on a besoin d'un joueur qui joue plus vite que peut le faire Ryan Cherki. Paradoxalement, c'est le même poste, c'est le poste de meneur de jeu, mais c'est deux styles extrêmement différents, hein, Cherki et Almada. Et je pense justement qu'avec un Almada qui fluidifie davantage le jeu, un Cherki excentré dans un rôle de trublion, ça peut être intéressant. Donc je pense qu'à terme, on va devoir de manière générale mettre Almada dans cette équipe puisque ses entrées sont bonnes et que je pense pas que le milieu à deux fonctionne. L'enseignement de ce OL PSG, c'est qu'on a quand même un 11 qui peut-être se définit petit à petit, avec un Tolisso qui redescendrait à hauteur de Tessman, et Almada dans le cœur du jeu, avec un Cherki à droite, un Fofana à gauche, et Mikotadze ou Lacazette devant, c'est encore à définir. Mais voilà, on avait potentiellement peur que ce match contre le PSG se finisse comme il s'est fini contre Brest, c'est-à-dire avec une sacrée déconvenue. On en prenait le chemin, hein. On en prenait le chemin parce qu'à 0-2 à l'heure de jeu, ça peut très vite faire 0-4 derrière, comme ça s'est fait avec Brest en Ligue des Champions. Finalement, on sort de ce match avec les encouragements du conseil de classe, un moral qui ne sera pas forcément atteint. Oui, l'OL au niveau comptable, c'est pas bon, puisque au moment où je vous parle, l'OL est 6ème de Ligue 1, à 4 points de Monaco, 5ème, à 5 points de Lille et à 7 points de Nice. Donc autant vous dire qu'il va falloir faire une remontada si l'OL veut voir la Ligue des Champions. C'est pas impossible, ces équipes-là, on va les jouer, mais il va falloir se mettre en ordre de bataille très vite, puisque les prochaines déconvenues seront probablement fatales. Voilà, Tolisso encore buteur quelle série, oui, mais Tolisso, moi je l'aime bien quand il part de loin. C'est un vrai box-to-box. Et cette présence-là, elle est intéressante quand il n'est pas forcément attendu. Et plus vous mettez Tolisso haut, plus, à mon sens, vous le rendez prévisible avec ses courses dans la surface. C'est un peu comme Tagliafico. Tagliafico, s'il est aussi efficace dans la surface, c'est parce qu'il vient de loin. Et je pense qu'un Tolisso à côté de Tessman, en vrai, je pense même que la bonne recette, ce serait un Tessman en pointe basse, avec un Tolisso en box-to-box et un Almada en 10, c'est le 4-3-3 à la lyonnaise historique, c'est-à-dire qu'avec un joueur qui a de la caisse en numéro 8 et avec un espèce de joueur à la Juninho / Paqueta dans ce rôle de 8-10, et je pense que Almada, dans ce qu'on a vu, colle à ce profil-là. La pointe basse, on peut encore alterner entre Matic et Tessman. Je pense qu'ils sont pas faits pour jouer ensemble et je pense que ces joueurs-là ont besoin de jouer en pointe basse reculée. Donc voilà, c'est peut-être le positif de ce match-là, c'est cet enseignement qu'il y a quand même un 11 qui se dessine et que cet ogre qu'est le Paris Saint-Germain, finalement, a des fêlures. Hein. Je vous rappelle qu'ils n'ont toujours pas perdu cette saison, le Paris Saint-Germain, et puis que c'est un rouleau compresseur depuis quelques semaines, hein, quand même. En passer 7 à Brest, c'est quand même pas les premiers pimpins du siècle. Ils en ont passé 4 à Monaco, ils en ont repassé 5 à Brest. Il y a quand même une satisfaction, même si oui, je vous avoue que ça fait un peu chier de pouvoir dire cool, on n'a pas trop perdu, trop fort. Voilà, maintenant, cette équipe, elle n'est pas encore aboutie, c'est normal. Paulo Fonseca est pas là depuis très longtemps, mais attention, hein. Attention, le plus dur est passé. Le plus dur est passé pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est bon, on a joué le PSG. On a perdu, mais on n'a pas perdu de beaucoup. On va s'en satisfaire. Maintenant, il y a Brest, qui est pas bien. Derrière, il y a Nice. C'est déjà un match hyper important pour la Ligue des Champions. Donc, il y aura l'occasion d'aller taper potentiellement Nice. Ce sera à l'extérieur. Et Nice, c'est solide hein, en ce moment. Et derrière, il y aura un enchaînement de matchs, somme toute, relativement facile avec des grands guillemets, puisqu'on va jouer Le Havre. Et derrière, il y aura l'enchaînement Strasbourg, Lille, Monaco. On les jouera tous. L'OL a encore à peu près son destin entre ses mains, mais il n'y a plus de droit à l'erreur. Et surtout, il n'y a plus beaucoup de matchs. Hein. Il en reste 11. Mais les matchs à mort, il y en aura 3. L'OL va jouer à Nice, l'OL va jouer Lille à domicile, et l'OL va se déplacer à Monaco. Donc l'OL a encore son destin entre ses mains, mais il n'y aura pas de faute. Il n'y aura pas de faute possible. Voilà, et aussi l'OL va jouer à Auxerre qui est en pleine forme en ce moment. Après, ce sera peut-être plus le cas dans un mois, on ne sait pas. Hein. Voilà, donc on peut encore espérer la C1, mais il va falloir faire une remontada. Et il va falloir que cette équipe elle soit capable aussi d'aligner des vraies grosses performances, ce qui pour l'instant a été le cas au niveau comptable contre deux équipes très faibles. Contre le PSG, il y a 20 minutes à sauver. Le révélateur, ce sera contre Brest. Hein. Ce sera contre Brest. La moindre défaite va coûter cher. Ouais, il n'y a plus le droit à la défaite, il n'y a plus le droit à l'erreur. Je sais pas où on peut caler des défaites là-dedans. Hein. On peut espérer une Citroën C1. Effectivement, on peut espérer une Citroën C1. C'est une excellente vanne. Bravo à vous. Qu'est-ce que j'ai noté également ? Oui, dans les regrets à avoir quand même. Dans les regrets à avoir, je voudrais quand même tempérer les regrets.
Et vous allez me dire que je suis rabat-joie. Oui, je suis rabat-joie. Mais la bonne période de l'OL correspond quasiment exactement aux sorties de Dembélé et Barcola. Et Dembélé et Barcola ont été très forts ce soir. Et le PSG a été déséquilibré quand ces deux-là sont sortis. Et je pense que quand même, il y a eu un relâchement côté parisien. Donc attention non plus à pas se voir trop beau par rapport à ça. Voilà, le PSG à la fin est à 50%. Oui, alors après, c'est quand même attention à eux. Hein. Parce que si t'es déséquilibré à une sortie comme ça, donc à tempérer en termes de regrets, il y a de quoi être rassuré. Mais voilà, il y a eu d'un côté la sortie probablement des deux meilleurs joueurs parisiens avec Hakimi ce soir. Et de l'autre côté, un changement de plan pour revenir à un truc un peu plus classique, qui fait que, attention, pas non plus à croire que dans un monde merveilleux, on alignait cette compo d'entrée et on les battait. Voilà, donc un avis sur les champs, sur la maman de Barcola. Bah vous savez quoi ? Il s'agirait de passer à autre chose quand même. Je l'ai déjà dit la dernière fois, Barcola, il adore ça. Il est sorti en applaudissant, il s'en nourrit. Faut peut-être passer à autre chose quand même. Hein, faut peut-être passer à autre chose. C'est bien, hein, c'est rigolo, les Barcola, Nick ta mère et compagnie. Mais il faut peut-être passer à autre chose. Voilà. Maintenant, voilà, moi j'ai quand même été impressionné par le PSG dans sa maîtrise. Pas du tout impressionné par les 20 dernières minutes, évidemment. Mais bon, c'est... On a joué, on s'est pris des branlées contre le PSG. Hein. On a mangé notre caca avec le PSG, hein, on va pas se mentir, ces dernières années. Il y a eu des scores fleuves, il y a eu des grosses déconvenues. Là, le PSG que j'ai vu ce soir, pendant les 70 premières minutes en tout cas, oula, il y a quelque chose collectivement quand même. Hein. C'est pas le PSG qui décide de balancer sur Mbappé, puis à un moment donné, Mbappé il appuie sur on et il t'ouvre en mille. Hein. Là, c'était dur. La première mi-temps, wow. Contre Liverpool qui met de l'intensité, ils vont bégayer, je pense. Oui, la preuve, quand on a mis de l'intensité, ils ont eu du mal. Mais alors, contre des équipes inférieures, ce PSG-là, il fait peur. Hein. Moi, la première mi-temps, je me suis dit, oh là 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 là, c'est dur, c'était long. 75% de possession, mais tu souffres. Il y a quand même des joueurs dans cette équipe. C'est sûr, c'est moins, ça fait moins bander les droits TV que Neymar, Messi, Mbappé. Hein. Mais alors, t'as des mecs quand même dans cette équipe. Vitinha, balle au pied. Kvaratskhelia, enfin... c'est de la triche, quoi. Oh, même Hakimi, c'est insupportable. C'est insupportable, Hakimi. Il a 90 partout, là. C'est une tarticone sur fut. Il sait tout faire, il sait défendre, il a le vice, il frappe, il marque. C'est insupportable, des joueurs comme ça, on n'en peut plus. Ils peuvent pas avoir au moins un joueur nul. C'était bien, les saisons passées, là, il y avait Fabian Ruiz qui était tout pourri, il y avait Carlos Soler, il y avait Mbappé qui, un match sur deux, il avait pas envie, il y avait quelques chèvres, on pouvait rigoler encore. Non, on n'a pas le droit de rigoler, là, même Santiago Beraldo, il est pas nul. Voilà, c'est dégoûtant, voilà, c'est scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux de faire autant honte à son ADN. L'ADN du PSG, c'est au moins une eau de chèvre, quoi. Au moins une tête de turc. On va pas les laisser avoir droit au bonheur complètement, quand même. Voilà, mettez-nous un Johan Cabaye, je sais pas, un Ressé par-ci, un Carlos Soler, oh là là, et Dembélé, là, on s'est foutu de sa gueule pendant des années, le mec ça devient Ronaldo Prime, là. Vous avez vu la frappe sur le but ? C'est insupportable d'avoir des joueurs aussi forts. Voilà, Krychowiak, Kurzawa, mettez-nous des chefs là-dedans. Non, même les nuls, ils sont pas nuls. Même le gardien, avant, on pouvait rigoler. Donnarumma, il faisait des casseroles. Safonov, non, bah là... Enfin, il n'y a pas un joueur du PSG qui fait un mauvais match. C'est scandaleux. Voilà, leur tête de turc maintenant, c'est Kanginli. Non, mais voilà, enfin... les mecs, ils ont Margot Robbie, ils disent qu'elle est moche, quoi. Au secours. Dembélé, c'est le ketchup ultime. Ah ouais, alors, Dembélé... Non, mais voilà, c'est vrai qu'on parle souvent de l'adversaire. Le PSG des 5-6 dernières années était absolument détestable. Absolument détestable. Je vous dis pas que le PSG en tant qu'institution est pas détestable, parce que voilà, bon... Mais en tant que football, en tant que joueur sur le terrain, quand il y avait Messi, Neymar, Mbappé... Oh, le vomi, quoi. Là, c'est quand même une équipe qui est belle, quoi. C'est quand même... t'as des joueurs, ils touchent le ballon, tu fais « Oh, c'est soyeux, dis donc. Oh, c'est du soupline, ça. Ça sent bon, ça sent la lessive. » Moi, je trouve que cette équipe-là, il y a... Voilà, Luis Enrique, là, il a réussi un truc. Alors, on verra si leur ADN est vraiment mort ou pas. Ils vont jouer contre Liverpool, ça se trouve, ils vont se faire sortir lamentablement. Hein. Mais... c'est le PSG le plus impressionnant depuis, je pense, le PSG de Laurent Blanc. Hein. Maintenant, ça les empêchera pas de couler à un moment donné, on sait pas. Hein. Mais moi, je suis vraiment impressionné par ce que je vois du PSG sur les derniers matchs.
Parce que c'est une équipe collective. Voilà, c'est une équipe qui tourne. Qui tourne. Il y a des éléments brillants, mais il n'y a pas. On balance sur Mbappé et puis il a la musique de Mash Kenada qui part dans sa tête et il fait n'importe quoi. Donc voilà. La passe de Ramos sur 3 minutes, non mais voilà. Au CF du QSG. Les gars, on débriefe un match, on va parler de l'adversaire quand même. Voilà, on n'a pas eu beaucoup d'adversaires aussi solides. Et c'est plutôt rassurant de se dire qu'on a quand même réussi à un moment donné un peu les secouer. Pas suffisamment, mais c'est ça qui est rassurant. C'est qu'on a réussi à secouer cette équipe du PSG qui est quand même très très forte et dont on attendra le downfall avec grand plaisir. Hein, puisque voilà. Mais bon, quand même. Il manque un Guimarães ou un Cliouche à cette équipe. Après, vous connaissez le Paris Saint-Germain. Hein. Cet été, ils vont se dire, oh bah, qu'est-ce qu'on peut faire là? On a une super équipe si on rajoutait 150 patates là-dedans. Donc personne ne nous fera ce que le PSG nous a fait ce soir. Ouais. T'as déjà parlé des banderoles tifo? Non, j'en ai pas parlé pour la simple et bonne raison que je suis côté virage nord, donc j'ai pas bien vu les banderoles. Bon, si vous voulez dire de plus, bah oui, on peut difficilement donner tort sur les attaques contre le Qatar et compagnie. Vous connaissez mon avis là-dessus. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir normalement en semaine prochaine sur tout ce qui est droit télé. Et ensuite, on parlera de la Ligue 1 dans une autre vidéo. Mais j'ai pratiquement fini mon script sur les droits télé. Je vais la faire monter par un monteur en externe derrière. Donc, ce sera la première vraie grosse vidéo de la chaîne. Donc, ce sera normalement publié le 28, vendredi prochain. Tu vis plus à Paris? Non, je suis à Lyon depuis août. Voilà ce qu'on avait à dire globalement sur ce match-là. On n'a pas parlé effectivement de John Textor qui arrive en cow-boy. Je suis partagé. Je suis très ennuyé par le fait que John Textor fasse ses magouilles, défende la multipropriété. Ça m'ennuie parce que peut pas m'empêcher à un moment donné de se dire que si c'était pas ce modèle-là de football qu'il était en train de promouvoir, on l'aimerait bien quand même. Voilà. La Ligue 1 a besoin de personnages comme lui. On a besoin d'un peu de bagarre, de rivalité, de folklore, de divertissement. Maintenant, ce serait mieux sans la multipropriété et sans les magouilles. Ce serait vraiment mieux. Donc, d'un côté, je trouve ça très divertissant. Et je pense que la Ligue 1 a besoin de ce genre de délire-là. De l'autre côté, ne vous laissez pas endormir quand même. Ne vous laissez pas endormir par le mec sympa, parce qu'il est très sympa. Et ne vous laissez pas endormir parce que, en attendant, il y a toujours les sanctions des NCG, il n'y a toujours pas la mise sur le marché américain, et on ne sait toujours pas de quoi l'avenir de l'OL sera fait. Donc voilà, attention, ne vous faites pas avoir, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a une zone grise, on peut trouver John Textor divertissant, mais en attendant, ce serait bien qu'ils ne vendent pas le centre de formation. Ce serait bien qu'à un moment donné, on réussisse à pouvoir recruter des joueurs. Voilà. Donc soyez mesurés dans ces choses-là, un peu comme sur l'arbitrage. On a le droit de râler, mais soyez pas non plus dans la caricature. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce match. On a fait à peu près le tour. Qu'est-ce que j'avais noté de plus? J'avais noté Holiday on Ice, mais on en a parlé, hein, la pelouse. La pelouse qui donc a été changée. Elle n'a pas pris encore. Ça peut arriver que les pelouses qui viennent tout juste d'être posées soient un peu fatiguées. J'ai peur qu'on la bousille avec 2 matchs en une semaine, parce que je vous rappelle qu'on jouera à Brest à domicile. Bon, ce serait bien quand même un jour qu'on puisse jouer sur une belle pelouse à Lyon. On va espérer qu'elle prenne, on va lui laisser du temps à cette pelouse. J'ai l'impression de parler à un coach là. Mais bon, les maillots, t'en penses quoi? Lesquels maillots? Les maillots avec le flocage, je trouve ça très chouette. J'ai trouvé ça très bien, ce qu'a fait l'OL, la thématique un peu cinéma, c'était cool. Voilà, ça fait pas de mal de mettre un peu d'histoire, un peu de folklore là-dessus. C'est quoi l'histoire avec le centre de formation? L'OL serait en passe de vendre le bail de l'académie à Mézieux à Michel Kang, et il y a des rumeurs comme quoi l'école de foot de l'OL, c'est-à-dire la pré-préformation, serait jetée par la fenêtre. Il y a aussi des rumeurs de liens rompus avec certains clubs partenaires. Donc cette identité-là de l'OL est en train d'être mise par la fenêtre selon ces rumeurs-là. Et ne vous laissez pas endormir par rapport à ça. Voilà. Le champ de patates, par contre, c'est honteux, mais je pense qu'il y a un pépin à ce niveau-là. Il n'y a pas un pépin. La pelouse, elle a été changée, mais une pelouse, quand vous la mettez sur place, faut qu'elle prenne, faut qu'elle s'enracine. C'est pas encore le cas. Voilà. On peut parler des sièges. Les mecs, c'est le cahier des doléances. Ouais, est-ce qu'on peut parler des frites du stade qui sont trop molles? Et puis les sièges, ils sont pas confortables. Puis le wifi, il marche mal. Puis les navettes. Enfin, franchement, ouais, après, je suis le premier à raser sur Bon, les gars, on n'est pas sur l'application MyOL, hein. Tu sais, c'est le cahier des doléances là. Ouais, puis bon, franchement, les premières navettes à 18h30 là, puis Anne Hidalgo, et puis les vélos ils sont verts. c'est le cahier de doléances quoi. Franchement, Grégory Doucet fait chier. Hein. Bref. Le hot dog, on en parle. Non mais bref. Bon, on va passer aux notes, si vous le voulez bien. Ça fait 25 minutes qu'on est sur le débrief.
On va passer aux notes. Annie Dingo, oui, excusez-moi. Je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs, comme d'habitude. Moi, il faut juste que je trouve l'interface qui est désormais sous mes yeux. Voilà, hop. Alors, je vais vous mettre mes notes. C'est parti. Hop là, j'ai pas du tout fait la transition qu'il fallait. Mais c'est pas grave. Les notes aujourd'hui, on va commencer par Lucas Perry, qui n'a pas fait un bon match. Voilà, simplement, c'est pas un bon match de Lucas Perry. Il a glissé partout, ses relances elles étaient pourries, il a pris 3 buts, il en arrête aucun. Ils sont pas faciles à arrêter les buts, c'est vrai. Maintenant, bon, c'est pas un bon match de Lucas Perry. C'est un match, il est tout caca. Il peut pas faire un match bien pire en réalité, Lucas Perry. Donc moi je suis pas du tout content du match de Lucas Perry ce soir. Ouais, c'est un 3, c'est un 3 ce soir. Tu prends 3 buts, tu passes ton temps à glisser comme si t'étais Philippe Candeloro, c'est pas bon du tout. Il n'y avait pas mis sa casquette. Ouais, oui, il y a une belle parade en première période, mais c'est tout. C'est tout. Toujours la même chose, il est bon sur sa ligne en sortie aérienne, mais au pied, mon Dieu. Il a des gros progrès à faire sur les relances au pied, oui. Très clairement. Lucas Perry, c'est insuffisant au pied. Et c'est problématique parce que c'est le principal truc qu'on reprochait à Anthony Lopez. Il reste meilleur qu'Anthony Lopez, les statistiques le montrent, mais c'est très insuffisant au pied pour le moment. Voilà. Koumbedi, excellent match de Koumbedi pour le coup. Je vois vos notes collaboratives, là je vous trouve très sévère avec Koumbedi. Vous avez mis 5,5. Moi j'ai trouvé Koumbedi vraiment très très bon ce soir, très très rassurant. Offensivement très intéressant. Oui, effectivement, le but de Hakimi vient de son côté. Donc il est quand même fautif sur ce but-là où il laisse Barcola centrer. En même temps, elle passe devant toute la défense, donc je lui en veux pas foncièrement outre mesure. C'est pas le match du siècle non plus, mais c'est un match relativement rassurant compte tenu de l'adversité qu'il avait. Moi, je vais mettre 6 à Koumbedi ce soir. Clinton Mata, pour le coup, lui, fait un très gros match. C'est dur d'aller très très haut dans les tours parce que c'est quand même un match où tu prends 3 buts. Voilà. Mais Mata, il y a quand même beaucoup de choses rassurantes sur notamment les courses. Il a été brillant en profondeur et compagnie. Le sacrifice de Mata, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu ce sacrifice en première mi-temps où il y a eu la glissade de Perry, où il va s'éclater la cuisse ou les couilles, j'ai pas bien vu parce que j'étais à l'autre bout du stade. Mais oui, ce soir, Mata, c'est un bon gros set qui tâche. Niakate, moi je l'ai pas trouvé mauvais ce soir. Je l'ai pas trouvé mauvais. Il y a eu une petite glissade en première mi-temps où il a un peu cafouillé, mais j'ai pas trouvé que c'était un mauvais match de Moussa Niakate ce soir. Maintenant, c'est encore une fois 3 buts marqués quand même, et pour le coup, c'est de son côté que ça vient, puisque les 2 buts d'Hakimi viennent de son côté et le but de Dembélé, ça vient également de son côté. C'est pas non plus le match du siècle de la part de Niakate, mais je trouverais ça un petit peu injuste de lui mettre une sale note. C'est un 5, ouais, c'est un 5 ce soir. Tagliafico, pour le coup, c'est pas un bon match. C'est pas un bon match parce qu'il a payé Tagliafico. Son espèce de polyvalence et omniprésence sur le terrain, malheureusement, quand on est arrière-gauche comme Tagliafico et qu'on aime bien jouer un petit peu partout et dézoner, on peut pas le faire quand on a Hakimi en face. On peut pas. Et c'est ça qui a coûté cher à Tagliafico ce soir, c'est que cette tendance à beaucoup rentrer dans l'axe et à beaucoup dézoner, il a laissé libre cours à Hakimi, et Hakimi, il faut pas le laisser jouer. Il faut pas le laisser jouer. Donc vraiment, c'est vraiment pas un bon match pour moi de la part de Tagliafico ce soir. Il a passé son temps à s'embrouiller. Oui, bon, ça c'est son métier à Tagliafico. Matic, Tessman. Moi, Matic, j'ai pas aimé son match. Ils se sont marchés dessus avec Matic. Et on a vu, notamment sur les seconds ballons, je suis un petit peu chagriné quand on a 2 grandes tiges d'1m90, qu'on soit pas capable de récupérer des ballons au milieu de terrain, surtout qu'on a eu un Lucas Perry qui a passé son temps à allonger. On doit être capable, avec Tessman et Matic, de récupérer des ballons de la tête. Donc Matic ce soir, oui, c'est pas un bon match du tout pour moi de la part de Matic. Je vais mettre 3,5. Tessman, première période très compliquée, mais après c'était vachement mieux. La dernière demi-heure de Tessman est vraiment très 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 bonne, je trouve, et rassurante pour la suite. C'est un joueur qui progresse. Il n'est pas fini encore, il a 22 ans, il sort pas d'un suffisamment grand championnat pour être prêt, mais il progresse, Tessman, il progresse. Donc on va mettre 5,5 parce que c'est pas non plus le match du siècle. Tolisso, Tolisso, quoi, voilà. Vous voulez un but, allô, pizza Tolisso, livré en 20 minutes. Donc voilà, Tolisso, c'est toujours la valeur sûre. Pas vu Matic mettre une tête depuis qu'il est chez nous. C'est vrai que le jeu aérien de Matic est quand même catastrophique. Même les buts sur corner, il ne les met pas de la tête. Tolisso, 6,5 Tolisso. On va passer à la ligne offensive. Et alors là, la ligne offensive, ça va pas du tout. La ligne offensive, ça va pas du tout. Nuama, match calamiteux de Ernest Nuama. Vraiment calamiteux. Je sais pas trop quoi dire à part un 2, quoi. Fofana, pas très en vue, pas beaucoup de réussite de la part de Fofana.
C'est dur pour lui quand il n'a pas la supériorité physique. Et il l'a pas ce soir. Il l'a pas. Fofana, ce soir, c'est un 3,5. Cherki, son but et sa dernière demi-heure, sauf son match. Mais on a quand même une heure très très faible, qu'on peut atténuer par le fait qu'il ne joue pas à son poste. Mais alors, on a quand même une air défense de la part de Cherki sur le premier but, qui est terrible. Donc son but rattrape, même si son but il est quand même principalement dû à Mikotadze qui fait tout le taf, mais la finition est très bonne. Jusqu'à la 70e minute, ouais c'est 2, je suis d'accord avec toi Magic Quentin. Le but vient rattraper le match, mais on est sur un 4 parce qu'on va équilibrer un petit peu entre la dernière demi-heure. Sur le but de Dembélé, Cherki, c'est criminel ce qu'il fait. C'est criminel, vraiment. C'est pas un match suffisant. Voilà. J'ai vu, je sais plus si c'était Yanis ou Sofiane qui en parlait sur Twitter, mais qui disait que dans les matchs contre le PSG, c'est là où à l'OL, on a vu l'émergence des grands joueurs. Fekir contre le PSG, il était toujours fort. Memphis contre le PSG, il s'est révélé. Paqueta contre le PSG, c'était pas mal. Cherki, bah il y a rien là ce soir. Il y a quand même pas beaucoup. Et déchets techniques assez inhabituels. Il n'est pas à son poste. On va compenser en disant ça. Et c'est beaucoup mieux quand Almada est rentré sur le terrain. Mais c'est pas un bon match de Cherki. Je trouve 4 assez généreux quand même pour Cherki. On va noter les entrants puisqu'ils ont joué une demi-heure. L'entrée d'Almada est très bonne. Très très bonne entrée d'Almada. Propre, fluide, en une touche. On va mettre 6 pour Almada sur son entrée. Et Lacazette, pareil, assez intéressant. Alors pas non plus virevoltant, Alexandre Lacazette, mais je vais mettre 5,5. On ne va pas noter le Mikotadze puisqu'il a joué moins d'un quart d'heure. Et pour le coup, Paulo Fonseca, il s'est quand même planté sur sa proposition de départ, quoi qu'on en dise. Ça ne veut pas dire qu'une autre proposition n'aurait pas marché, mais Fonseca, c'est quand même 70 minutes très très faible. Et il a fallu qu'il change tout pour que ça commence à marcher. Donc malheureusement, on ne peut pas se satisfaire du match de Fonseca ce soir. On va mettre 3. Voilà. Je vais vous montrer vos notes à vous, pour vous montrer que vous n'avez pas vraiment noté pareil en réalité. Vous avez été beaucoup plus sévère sur Tessman, assez indulgent sur Matic, plus sévère sur Niakate, indulgent sur Tagliafico et Cherki. Même sur Koumbedi, je vous trouve assez sévère. Et même, je trouve assez généreux avec Lucas Perry. Voilà. On a quand même un potentiel offensif de fou. Ouais, la conclusion de ce match, c'est que y a quand même quelque chose à faire avec cette équipe. Il y a quelque chose à construire avec cette équipe. Et Fonseca, il a quelque chose à faire dans ses mains. On verra, de toute façon, les révélateurs, ça va être très rapide. On aura Brest. Derrière, on aura la Coupe d'Europe. On a chaté le Steaua Bucarest, qui n'est pas une équipe flamboyante, de ce que j'en ai vu. Il va falloir confirmer. Et surtout, il y a 3 matchs de la mort. Il y a 3 matchs de la mort d'ici la fin de saison. C'est Monaco, c'est Lille et c'est Nice. Il faudra être sérieux. Cette remontada, elle passera par un 6 ou un 7 sur 9 sur ces 3 matchs-là. Il va falloir être très 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 fort si on veut espérer le miracle de la Ligue des Champions. On a fait le miracle l'an dernier, il n'y a pas de raison de ne pas y croire, mais ça va être très très dur puisque 7 points de retard sur Nice, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est le FCSB, c'est pas le Steaua, puisque le Steaua maintenant s'appelle... le Steaua s'appelle le FCSB parce qu'ils n'ont pas le droit de s'appeler Steaua Bucarest parce que le nom Steaua Bucarest a été volé par l'armée qui a collé un procès. Enfin bref, c'est compliqué. Pour des raisons pratiques, on va appeler ça le Steaua Bucarest puisque l'autre Steaua Bucarest est en 2e division. Voilà. On peut aussi gagner l'Europa League. Oui, bien sûr. Et puis moi, je peux proposer un date à Margot Robbie. On sait jamais aussi. Non, calmons-nous. L'Europa League, c'est bien. Le Steaua, c'est à notre portée. Derrière, c'est une autre paire de saucisses quand même. Donc calma, chaque match en son temps. Oui, on peut gagner l'Europa League, effectivement. Mais calma. Voilà. Il y avait ça l'année dernière. On sait pas. Fonseca n'est qu'à son premier mois. Laissez-lui le temps, à un moment donné, d'imprimer quelque chose. Ce qu'on a vu pour l'instant est relativement rassurant. L'OL a marqué 10 buts en 3 matchs. Voilà, gardons ça en tête. Une équipe qui est capable de mettre 2 ou 3 buts par match, y compris contre le PSG, il y a quand même quelque chose à en faire. Donc, moi, je reste évidemment derrière Paulo Fonseca. Les révélateurs, ils arrivent. Voilà, les révélateurs, ils arrivent. Proposer, c'est possible. Conclure, plus compliqué. C'est mon propos. Tant qu'on est en lice en Europa League, on peut la gagner. Mais la gagner, c'est quand même une autre paire de manches. Voilà. À part Bilbao, de notre côté, il n'y a que des équipes bien nulles quand même. Oui, mais les équipes bien nulles, 12 buts en 4 matchs. C'était quoi le match avant ? Bah oui, effectivement, c'était l'OM. Yama 5 sur mon équipe, pas mal. Oh, bah écoutez, je sais pas, on n'a pas vu le même match visiblement. Voilà, on a terminé ce débrief. Un débrief de 35 minutes, c'est pas mal.
On se retrouvera quand est-ce qu'on va se retrouver? C'est une bonne question. Bah, pas cette semaine, on se retrouvera pour OL Brest, puisque cette semaine je suis à Paris jusqu'à vendredi. À moins que vous ayez une folle envie d'aller au salon d'agriculture mardi, bah vous me verrez pas avant dimanche pour le match contre Brest. Le débrief aura lieu à 18h parce que j'irai au stade. Donc très peu probable qu'il y ait un live nocturne cette semaine, puisque je suis bien occupé par le taf. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche, enfin une bonne nuit, parce qu'il est déjà minuit 43 au moment où je vous parle. Si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir suivi ce débrief dans sa globalité. Bah, je vous dis à bientôt. Hein. Bisous, ciao, bye.